Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite aujourd'hui à coudre avec moi une pièce que je voulais depuis très longtemps. Seulement je n'avais pas encore trouvé le tissu parfait pour pouvoir le coudre. Et lorsque mes yeux se sont posés sur ce magnifique voile de pongée de soie bleu marine tie and dye, je n'ai pu résister à l'envie d'enfin céder à la couture de cette pièce. Mais tout d'abord j'ai dû faire face à un choix particulièrement compliqué. Quelle couleur de fil allais-je utiliser? Quel serait le fil qui irait le plus avec ma soie? Étant donné que c'est une soie tie and dye, il y a du bleu clair autant qu'il y a de bleu foncé. Donc est-ce que j'allais vouloir utiliser un fil qui allait un petit peu plus contraster en utilisant mon fil de couture bleu foncé, ou est-ce qu'au contraire j'allais utiliser le fil couleur claire? C'est finalement ma tendance à préférer les couleurs foncées qui a gagné, puisque j'ai choisi d'utiliser le fil couleur bleu foncé. D'ailleurs, vous ne le voyez peut-être pas pour le moment, mais le bleu de cette soie me rappelle énormément le bleu de la robe de Disney dans le dessin animé La Belle au bois dormant. Ça sera sans doute beaucoup plus visible pour vous à la fin de la vidéo. En tout cas, moi, dès que je l'ai terminé, c'est ce qui m'a frappé. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, bravo à ceux qui ont participé au sondage sur Instagram en story et qui ont trouvé que ma prochaine couture serait de couleur bleue. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur mes autres réseaux sociaux, ils sont dans la barre de description. Comme ça, vous pourrez avoir plein de contenus exclusifs et en avant-première par rapport à YouTube. Enfin bref, revenons à la couture. Étant donné que je n'avais pas encore cousu de bleu, ou plutôt de soie bleue, puisque j'ai cousu du bleu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a d'ailleurs un vlog sur la chaîne, je vous le mets dans le petit i, il a fallu que je recommence l'entièreté de l'installation de ma machine à coudre. Et bien que je pense que je ne vous l'ai jamais montré dans les vlogs, je repasse systématiquement l'entièreté de mes pièces de patron avant même de les poser sur le tissu pour pouvoir les tracer et les découper. Ça permet d'avoir un patron complètement ajusté, complètement plat et aucune déconvenue au moment de la découpe. Surtout que le voile de pongée de soie ne souffre aucune contrariété. Il vaut mieux que les pièces de patron soient parfaites pour éviter que par la suite elles ne soient trop récalcitrantes. Et d'ailleurs, je ne vous ai toujours pas parlé du patron. J'ai choisi de coudre le kimono Kamassia de Sue Willow. Et ce qui m'a le plus plu dans ce patron, ce sont les manches de style aile d'ange qui amènent quelque chose de différent au patron et qui sort du commun. En plus, c'était des types de manches que je n'avais encore jamais réalisés. Ça me donnait un challenge supplémentaire pour réaliser ce patron. Et la première des difficultés que j'ai rencontrées pour la réalisation de ce kimono, c'était que ma laise était passablement petite, tout juste 90 cm. Contrairement aux laises que j'achète habituellement qui sont de 1m50 à 1m45, celle-ci était largement beaucoup plus petite. Surtout avec des pièces de grande envergure telles que des manches de style aile d'ange qui demandent énormément de place. Du coup pour le placement, c'était énormément de Tetris et beaucoup de réflexion. Et oui, que voulez-vous, c'est cela lorsque l'on craque pour de la soie dite de très haute couture. Forcément, il faut s'adapter aux contraintes du tissu et au fait que ce sont des marques qui utilisent des laises beaucoup plus petites que celles dans le prêt-à-porter ou même dans le commerce où c'est créé spécialement pour les couturières. Mais bon, maintenant vous devez commencer à me connaître, je me facilite très rarement la vie. Entre les tissus difficiles, récalcitrants, les machines à coudre aux anciennes, les techniques de finition anciennes et les finitions à la main, il est rare qu'une de mes coutures se passe absolument parfaitement et d'une facilité confondante. Non, ce n'est clairement pas pour moi, j'aime le challenge et surtout m'arracher les cheveux visiblement à chacune de mes coutures. Et si quelquefois j'apprécierais de pouvoir faire une couture assez facilement sans me prendre la tête, et que je pense même parfois avoir trouvé le patron parfait pour cela, il n'en est rien, comme le prouve ma couture d'une jupe cartridge que j'ai faite en début d'année, je vous le remets dans le petit i. Et bien que je trace l'ensemble de mes pièces sur l'ensemble de toutes mes coutures à chaque fois pour les pièces de patron, je le fais d'autant plus sur une soie aussi fine que celle-ci. Ça me permet d'avoir la main totale et complète sur l'entièreté du tracé et d'éviter d'avoir à couper directement autour de ma pièce de papier et d'éviter tous les écarts possibles, probables et imaginables que l'on pourrait rencontrer au moment de la découpe.
car clairement négliger cette étape de la couture peut poser d'énormes problèmes au niveau de la couture des pièces et je n'ai pas envie de m'embêter avec des décalages constants au niveau de mes marges de couture. Parce que clairement, contrairement à la Belle au bois dormant, je n'aurai pas 3 petites fées qui viendront dans la nuit rectifier mes erreurs. Il faudra que je le fasse moi-même, alors autant prendre les devants et essayer d'en faire le moins possible dès le départ. En plus, je trouve cette technique tellement plus pratique que de découper directement autour des papiers. Ça permet d'avoir la main sur le tissu, de voir ce que l'on fait et d'être sûr que l'entièreté de la découpe soit parfaitement droite. Il n'y a pas mieux pour être sûr d'avoir le contrôle total de sa couture par la suite. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, ce bleu est absolument magnifique. Profond, vibrant, il change de couleur et on prend vraiment l'entièreté de la mesure une fois qu'il est sur le mannequin. Et parce que clairement j'étais beaucoup plus impatiente de voir approximativement le résultat final de ce que donnerait le kimono une fois cousu, j'ai épinglé mes pièces sur mon mannequin. Je ne les ai pas laissées très longtemps étant donné que la soie est assez volage, elle est assez fragile, assez fine et que j'avais peur qu'elle se déforme. J'ai juste posé mes pièces pour pouvoir regarder un petit peu, voir ce que ça donnerait avant de les retirer et de les mettre de côté pour pas qu'il n'y ait de déformation sur les pièces. Parce que bien que les découpes soient dans le droit fil, au niveau de l'ourlet, ce n'est pas le cas. Il y a un léger arrondi qui fait que c'est légèrement dans le biais. Et donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de déformation, il fallait que je fasse quelque chose. Et cette solution s'est imposée d'elle-même. Je ne devais pas laisser les pièces pendre sur mon mannequin. À l'exception faite des manches qui sont dans une grande partie dans le biais. Je n'avais pas envie de les déformer en les découpant au préalable. J'ai préféré attendre d'être au moment de la couture pour les découper. Comme ça, j'évitais qu'elles ne se déforment. Au final, la couture et plus particulièrement la couture avec de la soie est un véritable jeu d'équilibriste. Savoir reconnaître les points faibles et les points forts de son tissu pour s'y adapter. Car savoir coudre ne fait pas tout, ce n'est pas seulement faire du point droit ou encore des boutonnières. C'est également connaître son tissu, connaître ses failles à soi-même mais également celles des tissus. Et pour cette vidéo, j'avais envie de vous emmener avec moi dans les coulisses de mes projets couture. Lorsque je suis sortie de mes études de couture et que j'ai commencé à coudre de manière personnelle, j'ai acheté ce petit carnet pour recenser l'ensemble de mes coutures. Alors à chaque nouveau projet, je crée une nouvelle page avec le mois de réalisation, toutes les informations concernant le patron mais également le tissu, comme ça me permet d'avoir tout au même endroit et au fur et à mesure de la couture, j'ajoute les informations sur les modifications que j'ai apportées mais également sur mes difficultés par rapport à la couture. D'ailleurs, en parlant de couture, il est temps de commencer l'assemblage du kimono. Et pour information, et bien que je l'ai lu, tout de même, c'est la base, je n'ai pas suivi la gamme de montage pour cette couture. Je vous l'ai dit en début de vlog, contrainte textile, j'ai dû changer l'entièreté des finitions et donc du coup ma gamme de montage changeait également. J'ai donc commencé par assembler les 3 pièces du col ensemble avec une marge de couture de 0,5 mm plutôt que 1 cm. Et là, si vous êtes versé dans la couture, vous savez pourquoi j'ai décidé de faire des marges de couture de 0,5 cm. Je vous le donne dans le mille parce que l'entièreté du kimono est terminée en couture à l'anglaise. Contrairement aux instructions d'origine du patron qui dit de surjeter l'entièreté des coutures et même qu'une doublure est prévue. Que là encore je n'ai pas faite vu que je voulais garder l'effet vaporeux de la soie et éviter de l'alourdir avec une doublure. Et comme vous pouvez le voir, je suis très minutieuse sur l'épinglage. Comme ça, je suis certaine que les deux bords sont superposés et non pas de décalage. C'est quand même plus joli lorsque tout est parfait que lorsqu'il y a des décalages disgracieux dans une couture. Et comme de toute manière la soie est une matière fuyante, il vaut mieux la canaliser le mieux possible directement. Ça évite les déconvenus et les désagréments d'avoir des marges de couture qui bougent sans cesse et qui ne sont pas égales. Et pour cette couture et avec les désagréments et déconvenus que j'ai eu sur ma machine à coudre à manivelle, ma Singer de 1908, j'ai décidé cette fois d'utiliser ma machine à plateau de 1910. Car si j'ai réussi à trouver la panne au niveau de ma machine à manivelle assez facilement, au final, je n'avais pas envie de lui imposer une couture aussi fine que cette soie, comme je l'avais faite pour ma blouse Edgar Allan Poe. C'est pareil, je vous la mets
dans le petit si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo. Je ne voulais pas retester la couture d'une soie aussi fine tout de suite après l'avoir dépannée. J'ai besoin de reprendre un petit peu confiance en elle. Je sais pas si c'est très clair parce qu'en définitive ce n'est qu'une machine, mais j'ai besoin de pratiquer une autre couture avant de pouvoir lui refaire confiance sur de la soie. Et si habituellement je ne mets pas nécessairement des épingles au moment de faire ma seconde piqûre pour ma couture anglaise, cette fois-ci je l'ai fait parce que la soie a été vraiment récalcitrante par moment et donc par sécurité j'ai préféré utiliser des épingles là où habituellement je n'en utilise pas. Je crois que je serai toujours surprise par la différence que j'ai dans ma couture en fonction de chacun de mes projets. Elle change constamment. À chaque fois, il y a une nouveauté, quelque chose que je fais ou que je ne fais pas à chaque projet. Ce n'est pas seulement une question de technique utilisée en fonction du projet couture que j'ai, mais également quand on a exactement les mêmes, la différence avec l'adaptation par rapport au tissu. C'est impressionnant. Je crois que je ne me lasserai jamais de voir l'entièreté des différences, du panel de différences qu'il y a d'une couture à une autre. La preuve en est, pour cette couture, j'ai décidé d'utiliser un système de points d'ancrage pour garder les marges de couture à l'anglaise toutes dans le même sens. C'est extrêmement désagréable d'avoir des coutures anglaises qui partent ou vers l'arrière ou vers la droite, qui changent de sens comme elles décident de le faire. Je préfère mettre des points d'ancrage pour être sûr que ça ne bouge pas, plutôt que d'avoir à les replaquer sans cesse au fer. Cela dit, il est tout à fait vrai que j'aurais pu tout simplement faire une surpiqûre, un peu comme les surpiqûres des jeans. Mais je n'aime pas tellement les surpiqûres et je préfère 100 fois avoir une couture invisible ou quasiment invisible sur l'ensemble de mes vêtements plutôt que d'avoir des surpiqûres. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit en début de vlog, je me facilite que très rarement la vie en couture. Et maintenant, il est temps de passer à la couture des épaules pour le kimono. Et comme vous pouvez le voir, cette soie est d'une finesse incomparable. Je me demande même si elle n'était pas prévue à la base pour une doublure. Et vous savez, quand on prend l'habitude de marquer ces marges de couture, on les marque ensuite un petit peu de manière automatique. Mais j'avais oublié quelque chose avec ma machine à coudre à plateau, c'est que au niveau du pied presseur, eh bien j'ai 0,5 mm de marge de couture. J'aurais pu ne pas marquer mes marges, ce qui m'aurait fait gagner quand même pas mal de temps. Mais il m'a fallu un petit moment avant de m'en souvenir, alors j'ai marqué mes marges pendant bien au moins la moitié de cette couture. Pareillement, j'ai également changé la manière d'épingler par rapport à cette soie. Habituellement, je fais avec la boule de l'épingle qui ressort par rapport au tissu. Et cette fois, j'ai suivi directement la ligne par rapport à ma marge de couture. Je trouvais que ça tenait beaucoup mieux, le tissu bougeait moins, les chevauchements étaient bien plus précis et ça évitait justement d'avoir des problèmes au niveau de la marge de couture. Le fait qu'elle bouge, c'était beaucoup plus simple, je trouve. Et pour cette couture, j'ai également changé ma méthode pour dégarnir ma marge de couture avant de faire ma couture à l'anglaise. Cette fois-ci, j'ai retiré tout juste 1 mm, alors qu'habituellement, je laisse 1 ou 2 mm seulement par rapport à ma couture. Finalement, je trouve que laisser un petit peu plus de marge de couture permet d'avoir une couture à l'anglaise beaucoup plus nette.
Je ne sais pas trop si cela se voit en vidéo, mais ma manière de coudre a énormément changé ces derniers mois. Il y a plein de choses que je faisais avant que je ne fais plus et que je n'avais encore pas fait et que je fais. La preuve en est la différence par rapport à ma marge de couture que je dégarnis pour faire mes coutures à l'anglaise. Ma manière de coudre a énormément évolué à travers le temps et c'est normal. Je commençais au tout début tout juste à apprendre à coudre, mais depuis quelques mois j'ai l'impression que ces techniques, la manière dont je couds évolue beaucoup plus rapidement que ce qu'elle n'a évolué sur l'ensemble de ces 2 ans. Par exemple, vous voyez là par rapport à mon outil de tailleur, je vais l'utiliser non pas directement sur la soie pour éviter que des fils ne sautent, mais directement sur le petit cochon de tailleur. Ça permet d'aplatir correctement mes marges de couture, ma couture, mais également ça permet de préserver la soie, ce que je n'aurais jamais fait avant. Avant, j'aurais tout simplement utilisé mon outil et je me serais pas posé plus de questions que ça. Et j'aurais pesté si jamais, eh bien malencontreusement, un fil avait été tiré par le bois. Non, pour ce projet, j'ai choisi d'avoir plus confiance en moi, de mieux réfléchir à ma couture. Surtout que je changeais l'entièreté de la gamme de montage et que je changeais l'entièreté des finitions. Il fallait vraiment que je réfléchisse au préalable à ce que j'allais faire et éviter à tout prix une catastrophe. Car là est ma plus grande peur en couture, me tromper de manière irréversible et détruire l'entièreté d'une pièce, d'un projet couture ou même simplement du tissu. C'est ce qui me pousse à être extrêmement intransigeante envers moi-même et ma couture. Je ne supporte pas de me tromper, je ne supporte pas de rater quelque chose. C'est pour moi horrible si jamais ça arrive et je dois défaire l'entièreté pour pouvoir le refaire de manière parfaite. Et ça a été une des conditions sine qua non lorsque j'ai commencé ma formation en couture, c'est que je devais coudre parfaitement, comme si j'allais travailler dans une maison de haute voire très haute couture, ce qui n'était clairement pas mes aspirations. Mais il fallait quand même que je le fasse de manière parfaite. Ça ne pouvait pas être autrement. Mais enfin, revenons à notre couture. Après avoir attaché les épaules ensemble à l'aide de ma couture à l'anglaise, j'ai marqué ma marge de couture au niveau du col pour venir l'assembler au reste du kimono. Et puis j'ai épinglé mon col au reste de mon kimono et clairement les choses m'ont échappé. Sur mon pic-épingle, j'avais environ 150 ou 200 épingles spéciales soie. J'avais vidé la boîte pour le mettre dessus. Et comment dire que je les ai toutes utilisées pour pouvoir épingler mon col avec le reste de mon kimono. C'est pour vous dire à quel point j'avais peur que ça bouge. Et une fois que j'ai terminé mon épinglage, j'ai commencé ma couture, ma très longue couture. Et honnêtement, c'est une couture qui m'a fait du bien parce que je n'avais pas vraiment à réfléchir. La soie coulait toute seule, la machine cousait quasiment toute seule, donc du coup j'ai pu me concentrer un petit peu sur autre chose et j'ai adoré pouvoir coudre à ce moment-là. J'ai cousu ce kimono dans un moment où je n'étais pas très bien moralement et qui était assez difficile. J'ai pas mal de petits soucis en ce moment de santé mais aussi personnels. Et j'avoue que cette couture a été un peu une couture chouchou, une couture doudou, toute douce, qui m'a permis un petit peu de me recentrer sur la couture, me recentrer sur l'essentiel, sur ce que j'aime, mettre de côté un petit peu ce que je n'aime pas, c'est-à-dire toute la paperasserie et compagnie et toutes les obligations que l'on a jour après jour envers l'extérieur et tous les problèmes dans le monde de guerre et autres en ce moment. C'est vrai que ça m'a permis de prendre un recul sur plein de choses. Ça m'a permis de m'immerger complètement dans ma couture et je pense que la couleur n'y est pas pour rien. Je pense qu'elle m'a pas mal influencé également à prendre du recul, à me calmer d'un point de vue émotionnel, mais également psychologique et mental parce que franchement j'étais à 2 doigts de l'implosion. Je n'en pouvais tout simplement plus de la pression sociale, la pression gouvernementale, la pression des guerres qui se profilent de plus en plus d'un point de vue mondial et qui se rapprochent de plus en plus de nous. Ça a été quelque chose qui m'a permis pour le coup de prendre du temps un petit peu plus light, un petit peu plus calme par rapport à ma couture et je pense que vraiment la couleur du kimono a beaucoup aidé, mais également le fait qu'il soit assez simple à coudre, le fait que ça soit des coutures anglaises, que ça soit assez redondant, quelque chose qui revienne très souvent, que ça soit quasiment mécanique
au niveau de la couture, je pense que ça m'a également énormément aidé et je pense que c'est rien que pour cela mon projet favori depuis un petit moment maintenant, parce que ça m'a permis de retrouver un calme que j'avais perdu ces derniers mois et qui avait été passablement chaotique, de pouvoir de nouveau voir la douceur dans le chaos, et je pense que l'on en a tous besoin et moi c'est passé par là. C'est d'ailleurs cette couture qui m'a ressoufflé l'idée de remettre au goût du jour la série de vidéos que j'avais déjà faites il y a plusieurs mois et que j'avais arrêté de faire, qui est l'histoire des couleurs et leurs implications dans la vie de tous les jours. J'ai recommencé à les faire il y a pas longtemps, donc vous pouvez retrouver le premier shorts que j'avais fait à ce propos. Je vous le mettrai dans la barre de description si vous voulez aller le voir, et il concerne le noir. Et une fois n'est pas coutume, et vous devez déjà avoir deviné ce que je vais dire si vous me suivez depuis un moment, j'ai rabattu mon col à la main. Et je suis passablement satisfaite d'avoir choisi cette finition. Ça permet d'avoir une finition complètement invisible et absolument parfaite par rapport au kimono, au tombé de la soie, mais également à sa légèreté. Et d'ailleurs, pour la première fois depuis que j'ai commencé la couture, j'ai pu expérimenter ce que c'était que de ralentir. Et pour une fois, je n'ai pas fait ma couture à la main en traînant des 4 fers et en rouspétant un petit peu parce que j'avais de la couture à la main à faire. Car même si les finitions sont 100 fois mieux à la main, je rouspète toujours quand il faut le faire parce que je n'aime pas trop ça. Et clairement, le mot d'ordre par rapport à la soie de ce kimono a été la stabilisation. Je voulais stabiliser en priorité les pièces qui pouvaient avoir le plus de difficultés et bouger le plus facilement. J'ai donc préféré commencer par la couture du col plutôt que de terminer par la couture, contrairement à ce que préconisait le patron, avant de faire les 2 coutures de côté. Et ce n'est d'ailleurs qu'à ce moment-là que je me suis dit, mais ton pied presseur il fait 0,5 mm, tu n'as pas besoin de marquer tes marges de couture. Comme vous avez pu le voir, il m'a fallu un sacré paquet de temps avant de me rappeler que je n'avais pas besoin de marquer mes marges de couture pour faire 0,5 mm. D'ailleurs, ça m'a fait gagner quand même pas mal de temps, parce qu'avec la soie qui bouge énormément, y compris sous la règle pour pouvoir tracer les 0,5 mm, ça m'a permis quand même de gagner 5 bonnes minutes par rapport à mon marquage, donc ce n'est pas négligeable tout de même. Et après avoir dégarni mes coutures et un bon coup de fer, j'ai effectué ma couture à l'anglaise. Et après la déconvenue et les désagréments que m'avait occasionné ma singère à manivelle de 1908 par rapport à la soie, j'ai eu peur qu'au bout d'un moment, celle-ci commence à faire exactement la même chose, parce que je n'arrive toujours pas à comprendre comment les griffes d'entraînement ont pu se redresser comme elles l'ont fait toutes seules. Donc du coup, j'avais quand même une petite appréhension, mais en fait, il s'est absolument rien passé. Elle a cousu comme une chef et il n'y a eu absolument aucun problème. Et si les 3 fées de la Belle au Bois dormant n'allaient pas venir en pleine nuit pour récupérer si jamais je faisais une erreur par rapport à la découpe de mes pièces, elles se sont très gentiment penchées sur mon épaule pour que ma bobine se termine à la fin de ma couture. Je crois que c'est le moment que tout couturier et couturière attend avec impatience. Se rendre compte que sa canette est vide au moment où on a terminé sa couture et non pas en plein milieu. Eh bien, j'ai eu cette chance d'expérimenter cela, même si ce n'est pas la première fois. Cette fois, je l'avais filmé, donc je peux vous le montrer. Et maintenant les manches. Et là, j'ai eu un blanc monumental. Où était mon droit fil ? J'avais encore mes lisières, mais j'étais complètement perdue par la forme des manches. Elles m'ont totalement retourné le cerveau, je n'arrivais plus à savoir comment j'allais bien pouvoir les tracer. Et finalement, heureusement, j'ai réussi à retrouver le bon sens, au sens propre comme au figuré, et à pouvoir tracer ma manche dans le droit fil.
D'ailleurs, pour pouvoir tracer l'entièreté de mes manches dans le reste de tissu que j'avais, j'ai dû les raccourcir de 4 cm. Et en même temps, heureusement que j'ai fait ça, puisque sinon elles auraient été beaucoup trop grandes pour moi et elles auraient terminé au bout de mes doigts plutôt que de terminer au niveau de mon poignet. Et comme normalement les manches devaient être coupées au pli, mais qu'il est hors de question pour moi de couper une pièce au pli alors que je suis en train de travailler avec de la soie, j'ai préféré les tracer en miroir. Parce que clairement, prendre le risque de découper au pli de la soie, surtout du voile de pongée de soie qui bouge énormément, c'est courir à la catastrophe. Et il était hors de question qu'une telle catastrophe se passe. Surtout avec si peu de tissu qu'il me restait. J'avais vraiment pris pile ce qu'il fallait, je pensais avoir un petit peu plus, mais en fait non, pas tant que ça. Et je n'aurais certes pas pu découper une troisième manche dans ce qui me restait de tissu. Et parlons un peu de mes poids de couture qui n'en sont clairement pas. Depuis des années, j'adore tout ce qui est lithothérapie et minéralogie. J'ai une collection à la maison de pierres que j'ai au fur et à mesure accumulées en allant faire les brocantes notamment. Et quand j'ai commencé la couture au tout début, j'épinglais mes pièces sur mon tissu, ce que j'ai vite arrêté de faire étant donné que ça créait des décalages que je n'appréciais tout simplement pas. Et donc j'avais commencé à regarder par rapport au poids de couture les prix. Et j'ai été estomaquée de voir les prix des poids de couture et je me suis dit qu'à cela ne tienne, ce n'est pas grave, j'ai tout un tas d'agates dans ma collection de minéralogie, je vais aller les prendre et essayer de voir si ça marche comme poids de couture. Et oui, ça marche même très bien. Je dirais même que c'est la meilleure des solutions pour moi parce que je peux les bouger comme je veux beaucoup plus simplement que si j'avais utilisé un verre ou je ne sais quoi d'autre que l'on peut voir sur Instagram parfois dans des réels humoristiques. J'ai personnellement voulu aller au plus simple avec des poids plats et puis de toute façon c'est tout ce que j'avais sous la main et ça fonctionne tellement bien que de toute manière je ne pense pas que j'investirais plus tard dans des poids de couture qui coûtent horriblement cher et qui font exactement le même travail que font mes agates. Et en plus je trouve que c'est bien plus esthétique, notamment dans les vlogs, d'avoir des agates que d'avoir des poids de couture qui en plus ne sont pas très esthétiques et que je trouve passablement moches. Et une fois ma découpe terminée, j'ai épinglé mes manches et je les ai assemblées à la machine, mais je l'ai fait hors caméra parce que avec le biais, j'ai préféré me concentrer à 100% sur ma couture plutôt que d'avoir l'esprit partagé entre le vlog et la couture. Et enfin, les dernières étapes de couture. J'ai assemblé les manches au kimono et toujours en couture à l'anglaise. C'est un petit peu plus compliqué au niveau des entournures et des emmanchures pour pouvoir faire la couture à l'anglaise, mais c'est une finition qui est très solide pour des endroits comme ça qui ont malheureusement beaucoup de frottement et où ça bouge plus que sur le reste du vêtement. Et donc c'est vraiment une solution absolument parfaite pour pouvoir terminer correctement des coutures au niveau des entournures et des emmanchures. Et là encore, il y a une modification par rapport à ce qui était préconisé dans le patron. C'est que normalement, la créatrice fait coudre les manches en 2 fois. C'est-à-dire qu'on va coudre au niveau de l'entournure haute de la manche. Et puis ensuite, on va venir terminer en fermant la manche et le côté dans une seule couture. Tandis que moi, étant donné que je devais terminer mes coutures avec des coutures à l'anglaise, je ne pouvais pas faire ce type de finition. Et il a fallu donc que je change l'entièreté de la gamme de montage. C'est pour ça qu'il y a autant de changements par rapport à toutes mes finitions. Et même si je suis tentée de tester cette technique de couture pour les manches et les côtés, je me doute bien que cela doit être assez compliqué étant donné que je ne veux pas utiliser de surjeteuse et que donc quoi qu'il arrive il faudra que je fasse une couture rabattue à la main ou alors une couture anglaise et que donc ça risque d'être assez compliqué de tester cette technique avec des finitions qui doivent être adaptées au fait que je n'utilise pas ma surjeteuse.
D'ailleurs, je pense que ça a été la couture à l'anglaise, elle est compliquée, le fait de le faire par rapport aux manches, puisqu'on est dans un arrondi, que le tissu bouge beaucoup, qu'il est récalcitrant à se mettre exactement tel que j'avais envie qu'il se mette, c'est-à-dire complètement aligné avec ma couture précédente pour pouvoir le passer au fer et faire ma couture à l'anglaise correctement et sans me prendre la tête. Donc il a fallu que je prenne énormément de temps avant de passer à la machine pour coudre et être certaine que tout soit correctement positionné, parce que sinon ça se serait vu au niveau de la couture des manches, et étant donné que ce sont des manches raglan, ça n'aurait vraiment pas été joli. En plus, de toute manière, ma Jeannette est toute petite, alors je ne peux pas prendre énormément de longueur pour pouvoir rabattre correctement mon tissu et le plaquer au fer derrière. J'ai été obligée d'y aller petit bout par petit bout, petit à petit, et donc du coup, ça a pris énormément de temps pour pouvoir faire les choses correctement. Mais bon, vous l'aurez remarqué, le mot d'ordre pour cette couture aura été lenteur et douceur. Donc forcément, il fallait bien ralentir le rythme et laisser le temps tranquillement au tissu de coopérer. Et puis un dernier coup de fer pour plaquer correctement ma marge de couture vers l'extérieur, donc vers la manche intérieure et non pas vers le corps, avant de commencer tranquillement à préformer l'ourlet. Cette fois-ci, à contrario de mon habitude, j'ai choisi un ourlet qui était plutôt gros, étant donné que j'ai choisi de faire 4 cm d'ourlet, 2 de premier rempli et 2 de second rempli, parce que je voulais avoir un ourlet qui permette de donner un petit peu de poids au niveau du kimono pour éviter qu'il soit trop volatile, qu'il bouge sans cesse et que surtout il s'accroche partout. Je ne voulais pas que la soie puisse s'accrocher aux moindres petites choses qui auraient le malheur de croiser sa route et qu'elle ne se déchire ou ne se troue. Et donc j'ai trouvé comme parade d'utiliser un ourlet plus épais, contrairement à mon habitude, et franchement je pense que c'était la meilleure des solutions puisque ça donne un joli tombé, une bonne tenue et en plus ça ne se voit pas tant que ça, donc du coup je pense que c'était vraiment la meilleure des solutions pour cette soie. Ça vient vraiment donner une finition et une touche finale absolument parfaite par rapport à l'ourlet. Et à contrario des 3 petites fées de La Belle au bois dormant, moi, je n'ai pas de baguette magique. Alors la couture de l'ourlet, c'est à la main. Cependant, je ne suis pas totalement dénuée de magie, puisque j'ai réussi à faire mon ourlet totalement invisible. Malgré le fait que mon tissu était beaucoup plus épais au niveau des rentrées et beaucoup plus fin au niveau du reste du kimono. Et que donc j'avais peur que ça tire par rapport aux différences d'épaisseur. Mais absolument pas. Je ne sais pas trop comment j'ai fait, toujours est-il que j'ai utilisé une quelconque magie des fées de Disney pour réussir à faire mon ourlet sans que cela ne se voie. Et pour la couture de cet ourlet, j'ai eu envie de tester quelque chose de différent. J'ai pris ma caméra et je l'ai mis le plus près possible de ma couture à la main. Comme ça, je voulais voir si j'arrivais à avoir vraiment correctement les fils passés dans le premier fil du kimono pour ensuite venir attraper l'ourlet. Et je suis assez satisfaite du résultat et quelle ne fut ma surprise de voir que il y avait des sous-teintes violettes dans le tissu. J'étais vraiment très surprise de voir ça parce que ça ne se voit pas à l'œil nu, ça ne se voit même pas à la lumière, c'est vraiment la caméra qui l'a révélé. Ce qui me conforte un petit peu plus dans le fait de dire que décidément cette soie ressemble beaucoup à la robe de La Belle au bois dormant.
Et enfin, la touche finale au niveau de la couture pour ce kimono, je me suis occupée des ourlets au niveau des manches. Normalement, il y avait un bandeau à rajouter, mais je n'avais plus assez de longueur pour pouvoir le faire avec ce qu'il me restait de soie. Donc, j'ai tout simplement fait des remplis en respectant bien la pointe au niveau de la manche sur l'arrière pour être sûr de ne pas dénaturer l'effet aile d'ange. Et j'ai cousu tout ça, évidemment, encore une fois, à la main. En fait, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de couture à la main sur cette chaîne. Dire que à la base je ne l'avais en horreur, c'est vraiment un grand pas pour moi que d'utiliser autant de couture à la main. Parce que clairement ce n'était pas gagné au tout début que j'ai commencé la couture. Je ne supportais pas de coudre à la main, c'était ma hantise, mon horreur, mon enfer personnel. Et plus ça va, plus je fais de la couture à la main et moins je ronchonne lorsque je dois en faire. Je pense que je commence à m'y habituer, mais en même temps, lorsque l'on voit son point devenir de plus en plus régulier, le faire avec de plus en plus d'aisance, forcément ça aide aussi grandement. Et comme j'arrivais à la fin de la couture sur ce kimono, j'ai préféré utiliser le fil que j'avais mis dans la bobine de la machine et non dans la bobine extérieure. Comme ça, je la finissais tranquillement sans avoir à la retirer plus tard pour la prochaine couture. Parce que non, pour moi, mettre du fil de la nouvelle couleur de la couture sur le fil de l'ancienne couture n'est clairement pas une option. Et absolument pas conseillé. Surtout avec des machines anciennes, je n'ai vraiment pas envie de tester et devoir racheter des pièces une fortune parce que la machine n'a pas apprécié. Un dernier coup de fer à repasser et le kimono est officiellement terminé. Enfin, presque. Car si au commencement j'avais choisi la version B qui était une version du kimono sans ceinture, je n'ai pu résister à l'appel d'un tressage de fil de soie pour en faire une ceinture. Et pour ce tressage, je me suis surpassée. 7 couleurs différentes et de variations de bleu. Et une petite touche de blanc. Et en tout, 70 brins de soie par brin de tressage. Ce qui est absolument énorme. Un après-midi, un dimanche après-midi, je me suis dit, allez, c'est bon, je vais tester ça. Je pense que autant de soie devrait le faire au niveau des couleurs et que par rapport au brun, ça devrait donner une jolie tresse bien épaisse et qui soit visible par rapport au kimono. Eh bien j'ai eu raison, la tresse est assez épaisse et les couleurs se marient à merveille avec le kimono. En même temps, comment aurait-il pu en être autrement? Surtout avec 210 brins de soie dans une seule tresse. Ça ne pouvait être que spectaculaire. Les couleurs ne pouvaient que se fondre à la perfection. Surtout que par tranche de tresse par rapport aux 3 brins, je n'ai pas mis les couleurs toutes dans le même ordre. Du coup, ça crée un dégradé absolument parfait qui vient rehausser le kimono sans lui donner un air un peu plus fat que la tresse. Et la tresse prend ses aises tranquillement au sein du bleu du kimono. Ce mariage est absolument parfait. Et comme vous pouvez le voir, c'est tellement parfait que mon chat n'a pas pu résister à l'envie de venir jouer dans les brins. Heureusement, elle est assez sage et il suffit de lui dire non pour qu'elle se contente de s'asseoir et de regarder. Je venais tout juste de mettre la caméra au niveau du sol lorsqu'elle a pointé le bout de sa truffe comme si elle avait senti qu'elle allait passer à la caméra. À la base, je voulais vous montrer la longueur des brins pour que vous puissiez voir jusqu'où cela tombait au niveau du sol avant de les tresser. D'ailleurs, j'ai utilisé pas moins d'1,50 m de fil pour pouvoir faire ma tresse. Comme ça, je peux faire tranquillement le tour de ma taille, avoir un joli nœud qui se voit bien et en même temps avoir des brins qui descendent, donc du coup qui mettent en valeur la ceinture.
Et pour arrêter la tresse, plutôt que de faire un nœud qui aurait été disgracieux, j'ai préféré faire un arrêt au point. Donc j'ai directement passé un autre fil de soie et je l'ai enroulé plusieurs fois au niveau de la marge que je voulais pouvoir faire les petits pompons. Et c'est comme ça que j'ai arrêté la tresse. Beaucoup plus simple, bien plus rapide ou pas par rapport à un nœud, mais beaucoup plus joli je trouve au niveau de la finition. Et une fois mon arrêt terminé, j'ai tout simplement formé les pompons en coupant la soie et en l'égalisant pour que ça fasse quelque chose d'assez joli et d'assez harmonieux. Et comme il y avait un côté qui était beaucoup plus long, forcément en tressant certains bouts sont plus longs que les uns que les autres, j'ai égalisé avant de refaire mon pompon de manière à ce qu'il soit là aussi harmonieux. Et franchement, le résultat est super joli. Comme vous pouvez le voir, les couleurs se marient à merveille les unes les autres. Le dégradé est juste fait parfaitement. Je ne pense pas que ça soit la façon dont j'ai empilé les couleurs, mais plus le fait du tressage. Je pense que c'est vraiment ça qui fait toute la différence, c'est le tressage. Et j'adore le rendu, ça va parfaitement avec le kimono, ça la met en valeur et ça ajoute vraiment une touche encore plus personnalisée à la couture. Et voilà, l'entièreté de la couture et du tressage de la soie est terminée. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il est beaucoup plus long que ceux que je fais d'habitude, mais visiblement c'est ce qui plaît le plus sur YouTube en ce moment par rapport à l'algorithme. Donc voilà, je teste de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en pensez du tressage, ce que vous en pensez de la soie, de cette couleur, de ce kimono. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et à liker et à partager cette vidéo pour m'aider. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires sur ma chaîne.